Bonjour et bienvenue au 17e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Vous entendez que notre voix est pas tout à fait comme d'habitude, c'est que présentement, moi je me remets de la COVID, puis Vincent, je pense que ça va pas super mieux de ton côté non plus. Un peu malade aussi. Je teste juste négatif pour l'instant, fait que ça veut peut-être dire que je vais avoir la COVID en plus de la grippe, là. Donc on va voir. Mais on est quand même là pour nos fidèles auditeurs, puis on va vous faire de notre mieux pour que ça soit un épisode comme les autres. Donc le thème de notre duel aujourd'hui, c'est les jeux d'enquête. De mon côté, je vais vous présenter le jeu Watson et Holmes. Et de ton côté, Vincent? Je vais vous présenter le jeu Chronicles of Crime 1400. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que comme le veut la tradition, on va d'abord vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Vincent, j'ai cru comprendre que tu as joué un jeu sur Board Game Arena, un classique qui ne veut pas être tué. Oui, en effet, j'ai joué plusieurs parties de Splendor avec mon ami Martin. Le jeu a été designé par Marc-André et publié aux éditions Space Cowboys. Mais Marc-André qui? Marc-André. C'est André, c'est son nom de famille. Ah! Donc, Splendor est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et où chaque joueur est en fait un orfèvre, quelqu'un qui va travailler des pierres précieuses et tout ça. Et l'objectif est d'accumuler les points, soit en accumulant des pierres précieuses, soit en ayant la visite de personnages illustres dans notre magasin. Ouais, on parle souvent de jeux qui ont du engine building là, ou de la construction d'engins. Ben ce jeu-là, c'est un peu comme ça, puis c'est tout. C'est genre épuré à une mécanique, puis c'est ça. C'est en effet c'est ça, parce que comment un tour va se passer, on va avoir à aller chercher des pierres précieuses. Puis les pierres précieuses qu'on accumule, on peut ensuite les utiliser pour acheter des cartes qui sont en fait des pierres précieuses qu'on a de façon permanente. Fait qu'on est tout le temps en train de prendre des pierres, acheter des cartes, prendre des pierres puis tout ça pour essayer d'acheter des cartes qui vont aller qui vont coûter de plus en plus cher, puis éventuellement pouvoir faire venir les personnages illustres. Donc, comme tu dis, c'est vraiment juste, c'est comment on veut optimiser nos prises de pierres précieuses pour aller acheter les cartes qu'on veut. C'est un jeu où l'interaction avec les joueurs est quand même minimale, j'allais dire. La plus grosse interaction qu'il y a, c'est qu'on peut décider de réserver une carte du magasin pour nous. Ça empêche l'autre joueur de la prendre. Sinon, c'est assez... C'est une course aux objectifs. Là. Il y a comme 3 objectifs qui sont dévoilés en début de partie. Ouais, 3 personnages qui peuvent potentiellement être voir. Fait que c'est ça. Puis là, faut que tu sois le premier à atteindre les niveaux de pierre requis pour aller chercher ces personnages-là. Puis si t'es deuxième, ben too bad, t'as rien. Là. Ouais, mais t'as pas nécessairement besoin d'aller chercher ces personnages illustres-là, parce que t'as d'autres cartes que t'achètes qui peuvent te faire des points. Fait qu'il y a moyen de gagner sans aller chercher les personnages illustres, si on accumule assez de points en achetant les autres cartes en dessous. Ouais, mais c'est quand même c'est les cartes qui valent le plus de points, ces personnages illustres-là. Ouais, ils valent plus de points, mais selon comment ton moteur est placé, ça se peut que tu réussisses à gagner sans les utiliser. C'est ça, Splendor, c'est vraiment un petit jeu simple, là. C'est un jeu que je jouais un peu à temps perdu, on fait un move chacun notre tour sur Board Game Arena, c'était pas mal intéressant puis ça jouait vite. J'ai déjà joué au jeu en vrai là, c'est quand même une belle production là, les gems, les ressources que tu peux avoir, c'est des beaux jetons de poker en plastique, les cartes sont de bonne qualité puis tout ça là, fait que c'est un jeu qui look quand même là. Même s'il commence à dater, là, c'est pas d'hier. 2014, ouais, c'est ça. C'est quand même pas un jeu ultra récent. Il a été réédité en version Marvel il y a pas si longtemps, dans la version Splendor Marvel. Lui est sorti en 2020. Donc c'est ça fait pas mal le tour de Splendor. C'est pas un jeu compliqué, ça se sort facilement, puis ça peut boucher un trou avant
avant un jeu principal lors d'une soirée de jeu. Ouais, c'est un petit filler, c'est correct là, mais tu sais, moi je vais jamais le réclamer, mettons, mais ça me dérange pas d'y jouer. Et toi, Sam, qu'est-ce que t'as essayé dernièrement? Ben moi j'ai essayé dans une toute autre ordre d'idée le jeu Tabanousi, Builders of Ur. Donc c'est un gros euro, grosse salade de points assez costaud là. On parle quand même d'une complexité de 3.8 sur Board Game Geek. Et c'est un jeu de David Spada et Daniele Tascini et qui a été publié par Board and Dice. Donc c'est eux qui ont fait Teotihuacan, Tzolk'in. C'est tout le temps des anciennes villes antiques, puis ça commence tout le temps par la lettre T. Puis c'est tout le temps des jeux assez complexes et assez costauds, merci. On parle souvent en anglais de la T-Series. C'est comme le nom non officiel de cette ligne de jeu-là, si on veut. Ah oui, puis je veux juste mentionner par rapport au jeu, j'ai joué avec la copie de Martin Lauzon de la chaîne YouTube L'Atelier du Meeple. Donc Martin qui était très sympathique puis qui nous a tout montré le jeu. Là. C'est un jeu quand même assez costaud. Il a vraiment bien fait ça. Puis vous irez voir sa chaîne, c'est quand même cool. Ce qu'il fait, c'est dans le fond, il fait des inserts maison pour faciliter le rangement puis le placement des jeux. Fait qu'il y en a un pour Tabanousi justement, mais il y en a pour tout plein d'autres jeux. Là. Fait que c'est des petits trucs en origami ou des trucs en foam qu'on peut assembler à la maison puis qui nous facilitent la vie quand on veut ranger et surtout setter nos jeux. Donc l'atelier du Meeple sur YouTube. Allez voir ça. Donc dans Tabanousi, on est des architectes qui sont chargés du développement de la ville de Ur, en Mésopotamie antique. Et donc, pendant la partie, on va devoir placer des plans, construire des buildings et développer la ville pour essayer de scorer un maximum de points, parce que c'est un jeu euro, donc on score des points. Ça prend des points de victoire, puis il y a des tracks sur lesquels on peut monter. Tout ce qu'il faut pour un bon euro, dans le fond. C'est ça. Mais la twist de celui-là, c'est que dans le fond, il va y avoir des dés qui vont être différentes ressources. Dans le fond, la ville de Dur est divisée en 5 quartiers. Puis, à chaque tour, on va avoir notre architecte qui va être dans un de ces 5 quartiers-là. On va sélectionner un des dés qui est disponible dans ce quartier-là. Et ce dé-là va devenir une ressource. Puis chaque quartier, dans le fond, a sa couleur de ressources différente. Fait qu'il y a 5 couleurs de dés. Puis la valeur sur le dé n'a pas vraiment d'influence sur la ressource. Là, chaque dé vaut une ressource. Et, dans le fond, la valeur du dé, qu'est-ce que ça va faire, en fait? C'est que ça va déterminer au prochain tour dans quel quartier que je vais m'en aller. Donc, si je prends un D3, ben, au prochain tour, je vais être dans le quartier 3. Puis au prochain tour, je vais regarder quel dé qui reste dans le quartier 3. Puis là, si je reprends un autre 3, ben, je vais rester là. Puis je vais pouvoir continuer de développer ce quartier-là. Parce que dans le fond, chaque quartier va avoir... C'est ça qui va déterminer les actions qu'on peut faire à notre tour. Fait qu'il y a des quartiers qui vont nous permettre de bâtir des buildings, de placer des plans. En fait, faut placer des plans avant de pouvoir bâtir nos buildings. Puis de faire tout plein d'autres petites actions connexes, si on veut, là, pour améliorer ces buildings-là, puis aller chercher différents bonus, accumuler des ressources. Bref, tout ce qu'on peut imaginer dans un euro. Là, je veux pas trop rentrer dans les détails, là, parce que sinon on pourrait faire un podcast complet là-dessus. Là. C'est un jeu quand même assez lourd. Là. C'est pas un petit jeu que tu t'assois rapidement pour... c'est ton plat principal. Ouais, c'est ça. C'est à soir, on joue à Tabanousi, puis s'il reste du temps après, on pourra peut-être jouer à Splendor. Fait que c'est ça, dans le fond, le dé que tu choisis va déterminer où est-ce que tu t'en vas au prochain tour. Fait que faut que tu planifies un peu d'avance qu'est-ce que tu vas vouloir faire à long terme. Parce que avant que tu puisses revenir dans le même quartier puis finir ce que tu as commencé, ben ça peut prendre du temps dépendamment de qu'est-ce que les autres joueurs vont prendre comme dé. Là. Fait que c'est ça, on place des plans pour pouvoir bâtir des bâtiments. Puis là, il y a différentes couleurs de bâtiments qui correspondent aux différentes tracks. Puis la particularité, c'est que ces plans-là, dans le fond, sont comme partagés entre les joueurs. Fait que si Vincent commence à mettre des plans d'une couleur dans un quartier, ben moi je peux pas aller partir d'autres plans de la même couleur n'importe où dans ce quartier-là. Je dois absolument me coller à Vincent tant que
ce bâtiment-là a pas été construit. Fait que les plans sont partagés entre les joueurs, mais il y a juste un joueur qui va pouvoir vraiment bâtir le building sur ces plans-là, qui est une autre action qu'on peut prendre dans ces différents quartiers-là. Puis, quand on bâtit à partir de nos propres plans, ben ça va nous coûter vraiment beaucoup plus cher en ressources. Tandis que si on bâtit à partir des plans des autres, ben là, ça va nous coûter moins cher, mais on va leur donner des points, dans le fond. On va leur permettre de monter sur des tracks, fait que ce qui va leur permettre de faire plus de points avec leur bâtiment de cette couleur-là, s'ils réussissent à aller en faire plus tard dans la partie, ou s'ils en ont déjà de fait. Fait que c'est comme toute une balance entre vouloir faire nos plans parce que on veut pas donner de points aux autres, mais en même temps ça coûte très cher. Vouloir faire des plans qui sont attirants pour les autres, parce que si les autres bâtissent sur nos plans, ben c'est ça qui va nous faire monter sur les tracks, mais en même temps, on n'aura pas de bâtiment après, fait que ça ne nous ferait pas de points. Fait qu'il y a un peu de genre ah ben viens bâtir sur mon plan, je vais aller bâtir sur le tien, comme ça les deux on va en bénéficier. Mais là, tu veux pas être le poisson qui se fait bénéficier plus que l'autre, puis en tout cas. Fait que beaucoup d'interactions entre les joueurs, mais d'interactions qui est quand même positive dans un sens. C'est rare qu'on voit ça dans un jeu. C'est beaucoup de trucs qui sont partagés entre les joueurs. Tu sais, il y a pas de, tu sais, oui, tu peux aller chercher les plans des autres, mais en même temps, tu leur donnes des points, fait que c'est pas comme un jeu de confrontation ou de take that, où ce que tu vas détruire ce que les autres ont fait. Là, tu leur donnes quand même une super bonne compensation pour utiliser leurs affaires. Fait que c'est un autre mindset qu'on voit pas souvent dans beaucoup de jeux, je trouve. Puis au final, en plus, c'est que t'as besoin que cette interaction-là ait lieu si tu veux augmenter dans si tu veux augmenter sur les pistes, parce que sinon, y a-t-il d'autres façons d'augmenter sur ces pistes de points-là? Oui, il y a d'autres façons, dans d'autres quartiers, puis avec d'autres mécaniques que je veux pas trop rentrer dans les détails, là. Fait que oui, il y a d'autres façons, mais d'avoir des gros buildings, des gros plans que les autres viennent nous chercher, c'est pas mal la meilleure façon, ou la façon la plus rapide, si on veut. Puis tout ça aussi, c'est vraiment relié au tempo de la partie, parce que dans le fond, il y a un certain nombre de dés sur chaque quartier. Puis quand un quartier est déplété de tous ces dés, c'est à ce moment-là qu'il va être scoré. Puis ça, c'est un peu le timer de la partie, parce que un coup que, mettons, ça dépend du nombre de joueurs, mais nous, à 4, je pense que c'était un coup que 5 quartiers avaient été scorés, mais ça déclenche la fin de la partie. On joue un dernier tour, puis après ça, on score tous les quartiers, peu importe le nombre de dés qu'il leur reste. Fait que, où aller, quand, ça peut, faut surveiller quand est-ce que les quartiers vont être scorés, puis s'y préparer, parce que pour scorer un quartier, il faut avoir fait des buildings dans ce quartier-là. Fait qu'on veut avoir le temps de le faire avant qu'il soit scoré, puis des fois, il faut se dépêcher, puis peut-être faire des buildings plus petits que ce qu'on aurait voulu, mais qui vont au moins nous donner un peu de points, tu sais. Une autre affaire que je trouve quand même assez cool, c'est que quand dans le fond, quand je prends un dé, il devient une ressource que je peux dépenser plus tard à ce tour-ci ou dans des tours plus loin dans la partie. Mais quand un quartier se fait vider, tous les dés y retournent, qui a été dépensé ou non. Fait que c'est toi qui déclenche le scoring du quartier blanc, mettons, mais que moi il me reste des dés blancs, ben j'ai perds. Mais j'ai une compensation. Je pense que c'est une des autres façons de monter sur les tracks, justement. Puis il y a d'autres dés qui sont de couleurs qui sont pas sur les tracks, mais qui donnent d'autres compensations. Fait que c'est important aussi de quand même se dépêcher à utiliser ces ressources-là pour pas les perdre pour un retour qui est sous-optimal, si on veut. Ouais, puis surtout que plus on en accumule d'une même couleur, dans le fond, moins il en reste sur le quartier, fait que plus il y a de chances que tu les perdes toutes. C'est ça, mais en même temps, si tu veux construire un gros building juste avec tes plans, ben t'as pas le choix d'en accumuler des ressources de cette couleur-là, parce que sinon tu pourras pas payer, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de façons de scorer, beaucoup de trucs à surveiller, beaucoup d'interactions entre les joueurs, là, la façon que les plans sont placés aussi, dans le fond, sur les emplacements que les plans peuvent avoir, il y a différents bonus là, qui vont nous donner des ressources ou des actions supplémentaires. Fait que où est-ce qu'on place nos plans, c'est vraiment important. Puis comme je disais, c'est ça, les deux buildings d'une même couleur peuvent pas être collés un sur l'autre. Puis quand il y a déjà un plan d'ouvert pour une couleur, ben il peut pas en avoir un deuxième qui s'ouvre. Fait que il y a moyen d'aller
nuire un peu au plan des autres en plaçant un plan, justement. On nuit au plan en plaçant un plan. Oh, ça prend beaucoup de planification. Oui, c'est un jeu qui demande beaucoup de planification, mais qui au final est pas... tu sais, oui, il y a beaucoup de petites règles à se rappeler, mais un coup que t'as joué un tour, là, tu vois tout comment que ça se passe, puis tu sais, c'est ça coule bien, là. T'as le temps de penser à qu'est-ce que tu veux faire à ton tour. Ben surtout comme nous, on a joué à 4, là, fait que avant que ça revienne à toi, ben d'habitude, moi en tout cas, j'étais prêt, je savais qu'est-ce que je voulais faire, puis là, je prenais mon dé, je faisais mes actions, puis là, ça y allait, là. Le temps que les autres ils jouent leur tour, je peux penser à mon prochain, puis tu sais, ça coulait bien, là. Ça a pas été si long que ça, là, parce que tu sais, au début, c'est long avant que le premier scoring arrive, mettons, mais après ça s'enchaîne quand même assez rapidement. Donc voilà pour Tabanousi, Builders of Ur, des auteurs David Spada et Daniele Tascini, et publié par Board and Dice. De mon côté, je vais parler aussi d'un autre jeu que j'ai joué récemment. C'est en fait c'est un des jeux de la série Unlock. Je pense que Sam, toi aussi, tu connais un peu cette série-là. Série qui a été publiée, dans le fond, par la compagnie Space Cowboys. Je pense que ça se prononce Unlock! Vu qu'il y a un point d'exclamation, ouais. Merci de nous avoir cassé les oreilles, Sam. Donc, Unlock, ça se veut un jeu d'évasion, mais en format jeu de société, qui se joue avec des cartes et avec une application. Le concept est simple. Dans une boîte typique de Unlock, on a 3 jeux d'évasion. On peut choisir n'importe quel dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. On lance l'application en parallèle. L'application va nous servir à mesurer le temps que ça nous prend pour résoudre l'énigme. Ça peut aussi nous servir à aller chercher des indices si on est vraiment mal pris. C'est aussi certains puzzles qui vont être intégrés dans l'application pour qu'on puisse avancer dans l'évasion. Et dans le fond, le système principal, si on veut, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. Là. Dans le fond, on va distribuer les cartes entre les joueurs au début de la partie. Puis là, à tout moment, on peut être... mettons qu'on ouvre une nouvelle salle, ben on va virer une carte. Puis là, sur la carte, il va y avoir d'autres, soit des chiffres ou des lettres. Puis là, ça va nous dire, ben allez chercher ces cartes-là. Fait que là, on essaye rapidement d'aller... le paquet, il est tout mêlé, là. Il est pas en ordre de 1 à 10 puis de A à Z, là. C'est pas tous les chiffres qui sont là, c'est pas toutes les lettres qui sont là, c'est vraiment pêle-mêle. C'est ça. Fait qu'on fouille un peu là-dedans, on trouve les cartes qu'on a besoin. Puis, il y a beaucoup de cartes qui vont être soit rouges ou bleues. Puis souvent, ça va être des cartes avec des numéros, en fait. Puis là, quand on veut, dans le jeu, mettons qu'on a, je sais pas, là... une serrure puis une clé. Ouais, ben c'est ça. Là, on va... Mettons, la serrure, c'est 30, puis la clé, c'est 13. Puis là, il y en a une qui est bleue, puis une qui est rouge. Ben, on sait qu'on peut combiner ces deux-là. Fait que là, on additionne nos deux chiffres, ça fait 43. Puis là, on va chercher la carte 43. Puis là, ça va nous dire, ah, ben bravo, t'as débarré la porte. Ou si c'était pas... ou dans l'éventualité où c'est pas la bonne chose, ça va nous donner une pénalité de temps qu'il faut ajouter dans l'application. Ah, moi, ça m'arrive jamais. Il y a aussi le fait que des fois, il va y avoir les numéros ou des lettres qui vont être cachés dans le dessin sur la carte. Parce qu'on va avoir des chiffres qui vont être vraiment un cercle avec le chiffre ou la lettre dedans. Mais il peut y avoir aussi des numéros cachés sur la carte vraiment de façon très subtile. Puis ça, on peut aller la chercher comme si elle avait vraiment été indiquée clairement, comme les autres. Ouais. C'est probablement la partie qui me gosse le plus là-dedans, parce que des fois, c'est vraiment tiré par les cheveux, puis trop bien caché, les chiffres puis les lettres, là. Mais je pense que dans les plus récents, l'application, après un certain temps, va te le dire, en passant, t'as-tu vu le chiffre 3, mettons, ou... Ouais, t'as-tu bien regardé au pied de la patère? Ouais, c'est ça. L'application peut te donner des indices. C'est sûr qu'après un certain temps, les indices que tu vas avoir vont affecter ton score final parce que selon la vitesse à laquelle tu vas pour t'enfuir, t'as un classement là, pour dire à quel point t'as été bon à résoudre l'énigme ou pas. Des fois aussi, je me rappelle de un qui a été frustrant un peu pour ma conjointe. C'est que ça va peut-être te faire penser un peu en dehors de la boîte, comme ils disent. Puis dans ce cas-là, c'est vraiment en dehors de la boîte. Là. Il y avait une énigme à la fin où il avait fallu aller regarder du jeu pour pouvoir compléter l'énigme.
Moi, j'avais trouvé ça quand même intéressant, mais c'était aussi un peu frustrant parce que c'était une mécanique qui a été ajoutée à la dernière minute sans qu'on s'y attende. Mais c'était intéressant. Ça te faisait un peu, ça te sortait un peu de de le reste de la thématique du jeu. Ouais. Puis, tu sais, je pense que plus ça avance, là, parce que ça fait quand même plusieurs années que le système existe de Unlock. Les premières boîtes, il y avait moins de trucs comme ça. Là. C'était en plus, tu fais juste mélanger les cartes puis that's it, là. Puis plus ça va, plus l'application prend de l'importance, je trouve. En tout cas, dans les plus récents que j'ai essayé, moi, j'ai noté cette différence-là. Puis il y a aussi, comme tu dis, plus de choses vraiment en dehors de la boîte que là, faut vraiment que tu sois ouvert d'esprit puis que tu penses d'une façon qui est vraiment pas linéaire puis des fois vraiment inattendue. Puis plus ça va, puis mieux qu'ils utilisent ça, je trouve, là, en particulier l'application, tu sais, comme par exemple dans celui de Star Wars, là, je sais pas si tu l'as fait celui-là. Non, je l'ai pas fait. On m'a dit qu'il était plus facile un peu que les autres, fait que j'étais un peu moins intéressé, même si je suis un fan de Star Wars. Ouais, ben c'est ça. Ben dans celui-là, mettons, il y a un bout qu'il faut absolument que tu fasses à deux parce que il y en a un qui voit quelque chose puis qui essaie de transmettre l'information, mais qui a pas le droit de parler. Dans le fond, tu utilises l'application pour faire des sons, pour essayer de diriger ton partenaire. Là. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je veux pas faire de divulgachage, là, mais il y a des trucs que j'ai trouvé cool et intelligents dans la façon qu'ils utilisent leur application. Là. Fait que c'est ça, c'est des petits jeux qui jouent quand même assez rapidement. Là. D'habitude, c'est quoi? C'est 1 heure et demie par cas. Oui, à peu près. Fait que c'est ça, pis t'as 3 cas par boîte, et d'habitude ça coûte pas si cher que ça, pis tu sais, ils ont une bonne valeur de revente parce que tu détruis aucune des cartes, tu détruis aucun du matériel, là. C'est facile de se les passer avec ses amis, de se les échanger, de les revendre, d'en racheter usagés. Il y a quand même beaucoup de plaisir à avoir avec ces petits escape rooms dans une boîte, là. C'est ça. Puis tu sais, ça fait que c'est aussi assez accessible, là. On n'a pas besoin d'être un gamer aguerri pour être attiré par ces petits jeux-là. Non, c'est ça, le look est quand même assez invitant. Tu sais, il y en a de plein de thématiques, là. T'en as de Star Wars, t'en as de Alice au Pays des Merveilles, Sherlock Holmes. T'as une thématique de clown diabolique qui revient dans plusieurs boîtes, là, par contre. Donc c'était Unlock. Tu veux dire Unlock? Ouais, Sam, c'est ça. Important, la prononciation. C'est toi qui est pas capable de prononcer les mots en T? Ça va être coupé au montage, fait que ça aura pas de sens ce que tu dis en ce moment. Donc, je pense qu'on peut maintenant arriver au plat principal, le duel. Ouais, ben dans la même lignée un peu que les jeux d'évasion, on va parler de jeux d'enquête. Donc, il y en existe quand même beaucoup sur le marché, là. Moi, en tout cas, j'en ai essayé plusieurs parce que ma copine, elle aime beaucoup ça, ce genre de jeu-là. Mais pour aujourd'hui, pour le duel, on va en parler de 2. Fait que je vais te laisser commencer. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Chronicles of Crime. Dans mon cas, c'était la boîte 1400. Parce que Chronicles of Crime, en fait, c'est une série de jeux publiés par Lucky Duck Games, où, en fait, on a un système commun pour résoudre des enquêtes. C'est un autre jeu qui se joue accompagné d'une application. En fait, il vous faut absolument un cellulaire ou une tablette qui a aussi un appareil photo parce que le jeu se joue avec des cartes sur lesquelles il va y avoir des codes QR. Fait qu'il faut avoir un appareil qui soit capable de lire ces codes QR. Donc, la prémisse de base, c'est qu'on fait partie, on est un enquêteur d'une époque donnée. Moi, dans mon cas, c'était en 1400. Et on est un enquêteur qui a des visions. Dans son sommeil, il va avoir des visions qui vont l'informer d'événements passés ou futurs concernant un cas, dans le fond, une enquête qui est en cours. Ouais, ça c'est particulier à la série Millennium. 1400, 1900, 2400. Il n'y avait pas ça dans les autres Chronicles of Crime. Merci de le préciser. Donc, à chaque début de partie, on va lancer l'application, on va choisir quel scénario on veut effectuer. Il y a différents niveaux de difficulté en fonction de à quel point on veut se creuser les méninges. Il va y avoir une petite introduction qui va nous amener à rencontrer quelques personnages, à nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, on est laissé libre de prendre nos décisions puis de
faire avancer l'enquête comme on le sent. Donc, à tout moment, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. On peut soit, si on est dans un lieu particulier, entre autres une scène de crime, on peut décider de chercher des objets. Dans ce cas-là, notre téléphone ou notre tablette va se transformer en espèce de lunettes de réalité virtuelle où on va pouvoir carrément tourner sur nous-mêmes puis regarder et pointer un peu dans une salle. C'est comme si on était un enquêteur sur la scène de crime puis on observe des détails. Quand on joue avec plus qu'une personne, on peut aussi on peut profiter de ce moment-là pour décrire différents éléments de la scène pendant qu'un l'autre joueur va pouvoir fouiller un paquet de cartes d'indices puis essayer d'associer ce que la personne décrit à des indices du paquet. Ouais, parce que dans le fond, le jeu vient avec plein de cartes qui sont assez génériques, si on veut. Des noms d'objets, là. Ça peut être la vaisselle, la literie, des vêtements, des traces de sang. C'est ça, c'est très très général. Fait que si, admettons, on a une arbalète ou un pistolet, les deux, ça fait référence à arme à distance. C'est ça. Fait que là, on va scanner cette carte-là, puis là, l'application, vu qu'on sait qu'on est dans le scénario 1, ben de telle boîte, ben elle sait que en scannant ça correspond à telle chose qu'on a vue sur la scène de crime. Ou à l'inverse, des fois on peut se tromper, puis elle va nous dire ah non, il y a rien de notable par rapport à cette carte-là. Essaye de scanner l'autre carte qui est un synonyme à la place. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a certaines cartes qui se recoupent un peu, puis c'est un peu de la façon dont tu l'interprètes, mais quand c'est ambigu comme ça, l'application te dit c'est pas celle-là, mais ça va être celle-là. Pas gossant ça quand ça arrive, parce que tu perds du temps puis ton temps est compté dans ce jeu-là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi une thématique de pointage où il faut essayer de réussir l'enquête le plus rapidement possible. Chaque action qu'on prend, que ce soit interroger un suspect, observer une scène de crime ou se déplacer d'un lieu à un autre, ça va coûter du temps, puis selon le temps qu'on prend, on va avoir des points bonus qui vont être calculés à la fin de la partie. Non seulement ça, mais en plus, c'est ça qui est cool, parce que ça utilise une application, c'est que au fur et à mesure que le temps avance dans l'histoire, ben il y a certains personnages qui vont peut-être changer de place, ou il y a certains événements qui vont pouvoir arriver, qui vont pouvoir modifier comment que les personnages interagissent avec nous, ou même quel lieu qu'on peut ou qu'on peut plus aller. Faut quand même garder ça en tête pendant qu'on joue, là. Ouais, c'est ça, puis c'est intéressant justement parce que tu sens l'évolution, tu sais, que les personnages que tu vas rencontrer, tu sais, ils ont leur propre vie puis ils vont se déplacer. Par exemple, dans un des scénarios qu'on a fait, on arrive sur la scène du crime, on nous dit il y a 3 personnages, il y en a un qui a l'air un peu fâché de notre présence, puis nous on y a pas parlé, on a tout de suite été observer la scène de crime, puis en réponse à ça, lui il a décidé de partir en protestant. Puis on a comme manqué l'opportunité de discuter avec. Mais c'est ça, fait que c'est intéressant parce que justement, il y a comme des répercussions à nos actions. Donc comme je disais, c'est ça, on peut retrouver des indices. Il y a des indices qu'on peut comme avoir sur nous puis qu'on peut faire sentir à notre chien. Dans cette boîte-là, dans le fond, il y a une carte chien dans le fond que si on possède des objets, on lui fait sentir, puis le chien peut aller traquer des personnages ou des lieux qui sont en lien avec ces objets-là. Ce qu'on ne peut pas faire avec des objets qu'on ne possède pas, parce qu'il y a des objets qu'on peut entendre parler, qui existent, qui sont d'intérêt dans le cadre de l'enquête, mais vu qu'on les possède pas, on peut pas les faire sentir avec le chien. Mais on peut discuter de ces objets-là avec les différents personnages qu'on va rencontrer durant l'enquête. Je trouve ça bien parce que ça nous permet vraiment comment le système est fait, c'est qu'on peut vraiment tester plein de combinaisons différentes. C'est qu'on rentre dans une pièce, on scanne un personnage pour dire, OK, je vais parler à ce personnage-là. Souvent, la première fois, il va nous faire une petite introduction, il va nous dire blablabla, qui il est, puis tout ça. Puis après ça, on peut lui poser des questions sur d'autres personnages, ou sur d'autres lieux, ou sur les objets qu'on a. Puis ça va nous permettre de déduire des choses, puis de faire avancer l'enquête. Des fois, de parler d'un truc, d'un objet en particulier à un personnage, ça va lui faire parler d'un autre objet, qui va nous permettre de faire progresser l'enquête avec un autre personnage. Fait qu'il y a comme tous ces liens-là avec entre les personnages, les objets, puis les indices qui nous permettent d'avancer. Puis dans le fond, dans chaque cas, dans chaque enquête, on va avoir, dans le fond, l'enquête principale, qui est vraiment qui a tué qui ou qui a volé telle affaire. Mais souvent, à côté, il y a souvent des petites histoires qui s'entremêlent, puis qui rajoutent d'un côté un peu de flavor un peu à l'aventure, mais qui peut aussi nous permettre de comprendre les motivations de chacun des personnages impliqués dans le crime. C'est aussi des trucs qui peuvent nous valoir des points supplémentaires en fin de partie parce que
Une fois qu'on réussit à résoudre l'enquête principale, on s'en va chez nous, on déclenche la fin de la partie, et là, on va avoir un questionnaire qui va vous être posé. Fait que l'application va nous poser une question du genre « Qui a tué qui? » En fait, ça va être plus « Qui a tué Jean-Paul? » Fait que là, il faut aller scanner la carte qui correspond à notre réponse, qui dans ce cas-là va être un personnage. Puis, il va y avoir plusieurs questions comme ça, puis il y a des questions qui vont être vraiment en lien avec l'enquête principale, puis c'est vraiment juste c'est qui a tué qui, mais on veut avoir aussi des questions en lien avec des histoires secondaires, comme à savoir pourquoi est-ce que cette personne-là a fait ça, ou son acolyte était caché où est-ce que t'allais chercher tes contrats louches. Tu sais, c'est ces petits trucs-là qui t'invitent un peu à comprendre vraiment le fin mot de l'histoire, puis d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les petits fils secondaires de l'enquête. Puis même, dépendamment à qui tu parles, puis qu'est-ce que tu leur dis, puis qu'est-ce que tu fais pendant la partie, tu peux avoir des petits bouts de la fin de l'histoire qui vont être différents d'une fois à l'autre. Donc, si t'as aidé tel personnage, tu peux l'aider à se sortir de prison maintenant, s'il a été accusé faussement, ou si tu trouves pas qui a vraiment fait ce petit crime secondaire-là, finalement, ce personnage-là, il se fait pendre, puis là, c'est un peu de ta faute. Il y a comme, ouais, c'est ça, t'as un impact sur le narratif de l'histoire finale. Des fois, t'as des petits choix comme ça. Nous autres, on avait trouvé un livre dans lequel il y avait des secrets qui permettaient de déterminer à qui appartenait tel terrain en Bourgogne. Puis à la fin de la partie, on nous disait, tu veux-tu donner le livre à celui qui l'a commandé, ou tu veux le donner à son qui a finalement T'as choisi quoi? Ben, nous autres, on a choisi de le donner à celui qui a demandé le livre, là, justement. On voulait pas encourager le... On a su d'avance qui était finalement le... On n'a pas voulu l'encourager, bien entendu. Et que t'es une bonne personne. Ah, je sais. Donc, c'est ça. J'ai joué des parties à 2, j'ai joué des parties à 4. À 2, j'ai bien aimé ça. Je pense que toi, Sam, tu préfères aussi ça à 2, parce qu'à 4, des fois, c'est sûr qu'on peut être plusieurs à vouloir donner son avis, puis l'interaction avec l'application, tu sais, souvent, c'est qu'il faut se passer le téléphone, puis tout ça, puis quand on est 4, on a peut-être moins l'occasion un peu de toucher à l'appareil, puis de vraiment scanner les trucs. Ouais, puis c'est ça qui est le fun, là, parce que, tu sais, le jeu a quand même beaucoup de texte, là. C'est le fun de le lire, ou de justement, tu sais, à 2, t'en lis la moitié, à 4, t'en lis le quart, peut-être, là. Si tu splits ça également, puis, tu sais, des fois, ça peut être long, là, de juste se faire lire des choses pendant 1 heure de temps, tu sais. Ben, pendant 3 quarts d'heure sur 1 heure. En tout cas. Ouais, en tout cas, mais c'est vrai que oui, ça, selon à quel point t'es patient, ça peut devenir long rapidement si t'es pas celui qui interagit le plus avec l'application. Il y a beaucoup de texte qui est là, tu sais, pour faire beau, puis tu sais, qui apporte pas grand chose à l'enquête au final, là. Ouais, parce que c'est ça, tu sais, les personnages, des fois, ils vont te raconter qu'ils ont été achetés du pain le matin, mais que ça a pas d'impact sur l'histoire de toute façon. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que selon avec quelle personne tu es, c'est sûr que peut-être qu'il y a moins de joueurs, ça peut être plus intéressant. Personnellement, avec les groupes que j'ai eus, j'ai pas eu de problème. Tu sais, le fun venait plus des interactions qu'on avait entre nous autres, puis de se poser des questions, puis de se dire peut-être c'est ça, peut-être c'est ci, puis de un peu comparer nos théories. Fait que là en 4, c'était intéressant parce qu'on avait plus de théories, plus de trucs à discuter. Mais c'est vrai que c'est pas toujours nécessaire d'être super nombreux parce que des fois le chemin à suivre est assez clair. Ouais, c'est ça. C'est pas. Ça dépend des enquêtes là. Mais tu sais, les premières d'une boîte là, d'habitude, c'est quand même assez. C'est assez direct. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas trop de cassage de tête à faire. Là. C'est quand même clair qui a fait quoi, puis qui ment, puis pourquoi là. Tu sais. Plus ça avance, plus ça devient difficile. Là. Il y en a quelques-unes qui nous ont posé problème. Là. Moi, j'ai fait cette boîte-là au complet. J'en ai fait une partie de la 1900, puis quelques-uns de la première boîte qui ont sorti aussi, là, le Chronicles of Crime. Là. Fait que c'est ça. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, là, mais pour les plus faciles, là, honnêtement, à 4, je pense que je me serais ennuyé. Là. C'est possible. Fait que c'est ça. C'est un jeu où il y a pas, en tout cas, dans la boîte où j'avais, il y avait pas vraiment de destruction d'éléments. Fait que c'est aussi un jeu qu'on
revendre facilement ou prêter à quelqu'un facilement. Fait que pour ça, c'était aussi un plus, je trouve, pour ce type de jeu-là. Ouais. Je suis souvent en train de comparer à Exit parce qu'il faut déchirer des cartes puis que ça me brise le cœur. Mais pour moi, c'est vraiment un plus de maintenir l'intégrité du jeu. Ah ouais, vraiment. C'est écologiquement puis monétairement, c'est mieux, là, parce qu'un coup tu l'as fini, tu peux le revendre, justement. Tu as quand même passé du bon temps à le faire, puis tu peux donner au suivant par la suite, là. Ouais. Le jeu est bien illustré aussi. C'est sûr que chacun a un peu son style, là. Chaque boîte a sa petite esthétique, là. Le 1400, dans le fond, il se passe à Paris. C'est un peu... c'est une atmosphère un peu sombre, là. Tu sais, c'est des criminels puis tout ça qui font des méchantes choses. Mais les dessins sont quand même beaux, là. Même s'il y a aucun personnage qui a l'air particulièrement heureux de son état. Ben, c'est le Moyen-Âge, hein. C'était pas la période où ce que le monde était le plus heureux de l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est cool aussi avec cette série-là, là, dans le fond, le Millennium Series, là, 1400, 1900 puis 2400, c'est que tu suis, dans le fond, la même famille. Fait que tous les personnages sont comme interreliés. À date, j'ai pas vu beaucoup de liens dans l'histoire, mais tu sais, c'est sûr que j'ai pas commencé 2400 encore, puis j'ai pas fini 1900 non plus, là. Je pense qu'on a eu une ou deux références peut-être aux événements qui s'étaient passés dans 1400, là. Mais je sais qu'il y a une expansion qui existe aussi qui s'appelle Chronicles of Time. Parce que là, il faut avoir les trois boîtes pour la jouer. Puis c'est comme des scénarios qui... Ça relie toutes les trois timelines. Puis en tout cas, il va y avoir de quoi avec ça. Puis fait que c'est quand même cool pour ça. Mais tu peux aussi avoir chacune des trois boîtes séparément. Puis ils ont leur propre histoire fermée, si on veut. C'est juste que dans le fond, il y a comme une espèce de grande trame qui les relie toutes, puis c'est cette extension-là qui va vraiment plus aller explorer cet aspect-là. Mais sinon, c'est ça, comme Sam disait, juste une boîte, ça suffit pour avoir quand même du petit fun, là. C'est pas non plus un jeu qui a une durée de vie incroyable, là. Je pense que chaque boîte va avoir 4 ou 5 enquêtes, là. Fait que c'est aussi un jeu peut-être c'est ça, qui a pas une durée de vie incroyable. Fait que c'est bien qu'il ait trouvé cette extension-là là, de Chronicles of Time pour pouvoir un peu revitaliser un peu ces boîtes-là qu'on a, sinon puis qui accumulent de la poussière. Puis je pense que de temps en temps, ils vont ressortir... il me semble qu'ils l'ont fait pour les premières boîtes, là. Celle-là est plus récente, là. Je pense qu'elle date de là, 2 ans, fait qu'il n'y en a peut-être pas encore, là, mais pour le premier de tout, ils ont refait des nouveaux cas par après, là, que... Téléchargeable, genre? Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est juste que tu les ajoutes à l'application, puis tout le matériel de base, ça reste le même, parce que tout est générique, là. Les cartes personnages, tout ça, c'est pas une personne en particulier, c'est cette personne-là pour ce cas-là, mais la même carte peut représenter différents personnages, dépendamment de quelle enquête on fait, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y a une durée de vie limitée, mais il y a moyen d'y en rajouter un peu là, avec le temps, là. Je sais pas s'ils sont gratuits ou s'il faut payer pour ou... Donc c'était Chronicles of Crime 1400. David Sicurel et Wojciech Grajowski. Puis la série a été publiée par Lucky Duck Games. Donc moi de mon côté, je vais vous parler du jeu Watson et Holmes de l'auteur Jesus Torres Castro et publié par Ludo Nova. Donc c'est lui aussi un jeu d'enquête où il faut résoudre un crime, on va avoir des questions à répondre à la fin de la partie, qui a tué qui, pourquoi, comment, qui a volé telle affaire. Mais sa particularité à lui, c'est que c'est pas un jeu coop, c'est un jeu qui est compétitif. Donc chaque joueur, on est comme des apprentis Sherlock Holmes si on veut. Fait qu'au début de la partie, on va choisir un scénario, on va lire la petite mise en scène, puis on va ensuite placer sur la table des cartes qui correspondent à différents lieux d'intérêt, là, qui peuvent être la scène de crime ou différentes parties de Londres victorien de l'époque de Sherlock Holmes.
à chaque tour, à chaque ronde de jeu, on va décider à quel endroit on veut aller. Il peut y avoir juste un joueur qui va à chaque lieu. Fait qu'on a peut-être, je sais pas, ça dépend des scénarios, là, mais une douzaine, quinzaine de lieux différents. Puis là, on va avoir des ressources qui sont en fait des points de calèche, si on veut, là. Donc, c'est le premier qui arrive à tel endroit parce qu'il paye plus cher son chauffeur de calèche, si on veut. Mais bref, on a cette ressource-là qu'on peut dépenser pendant la partie, puis qui nous permet d'être dans le fond, de vraiment aller à l'endroit où on veut. On peut s'imaginer que la scène de crime, ça va être un lieu qui va être prisé de tous, versus le magasin de poterie pour au début de la partie, quand t'as pas d'infos, tu sais pas trop pourquoi tu irais là. Quand on parle, mettons le crime, c'est un banquier qui s'est fait assassiner au bal de je sais pas quoi. Puis là, il y a une des places que tu peux aller, ben c'est le magasin de poterie. Tu te dis, pourquoi j'irais là, tu sais? Mais, fait que c'est ça. Chaque joueur va choisir où est-ce qu'il va aller. Il va prendre la carte qui correspond à ce lieu-là, puis il va avoir un petit texte dessus, dans le fond, qui va être souvent... dans le fond, le jeu, c'est un peu, si on veut, les notes de Watson. Fait que Watson, il va dire, ben Sherlock Holmes est allé là, il a posé telle question, il s'est promené pour aller voir telle affaire, tel petit détail. Fait que, contrairement à Chronicles of Crime, justement, où il y a beaucoup de texte, beaucoup de flafla, là, on a vraiment juste les faits puis les indices des trucs que Sherlock Holmes a voulu étudier. Mais on n'a pas son raisonnement logique, là. C'est nous qu'il va falloir qu'il fasse cette espèce de déduction, là. De déduction, là, exactement. Donc, on a des petites bribes d'informations. T'sais, on va savoir qui était où, à quelle heure, mettons, ou qu'est-ce qui a été retrouvé sur les lieux du crime, comme c'est quoi l'arme qui a été utilisée, des trucs comme ça. Puis, dans le fond, ce qui est cool, c'est que ces mêmes informations-là vont possiblement être disponibles à plus qu'un endroit. Ce qui va permettre que même si on va... même si on se fait avoir et qu'on peut pas aller exactement où on veut, on devrait être capable d'aller chercher l'information qu'on va avoir besoin pour résoudre l'enquête. T'sais, ça se peut qu'au finalement, au magasin de poterie, tu vois un pistolet dans un dépôt. C'est ça. Fait que là, tu sais que le meurtrier il est passé par là pour cacher son arme. Puis finalement, en parlant au vendeur, ben tu peux découvrir c'est qui est passé, puis pourquoi il aurait laissé un pistolet là, tu sais. J'avais aimé l'aspect justement que, tu sais, on finit par tout faire des chemins différents. Tu sais, chaque joueur va aller à des endroits différents. Il y a des endroits qui sont peut-être plus prisés, comme tu disais. Mais des fois, c'est drôle parce que il y a des endroits qui servent à rien. Puis c'est comique de prendre notre carte, de lire le texte, de réaliser que ça sert à rien, mais de laisser présager que ça a peut-être servi à quelque chose, puis d'attirer pour que les autres y aillent aussi, ouais. C'est ça. Parce qu'il y a aussi une mécanique qui, dans le fond, chaque joueur va avoir un jeton qu'il peut mettre sur un endroit qu'il vient de visiter, puis pour dire comme que la police est là, puis qu'elle enquête. Fait que là, après ça, la police laisse plus les autres joueurs aller sur place. Comme tu dis, si on est à une place qui est complètement inutile, ben on peut le mettre là-dessus pour essayer de bluffer puis faire croire aux autres que c'est une place vraiment importante puis qu'on veut vraiment pas qu'il y ait cette information cruciale là. Fait que on met notre jeton là-dessus puis on s'en va. Puis là après ça, on rit dans notre barbe quand que les autres joueurs doivent dépenser leurs autres ressources qui servent à justement enlever ces tokens-là pour pouvoir y aller. Puis finalement lire la carte puis là être comme tu me niaises, corps. Ouais. Ça, c'est dur d'être plus satisfaisant que ça. Puis c'est ça, le jeu se veut aussi une course à qui va être capable de répondre aux questions en premier. Puis c'est cool parce que on sait dès le début ça va être quoi les questions qu'on va avoir à répondre pour gagner la partie. Puis à tout moment, on peut relire, dans le fond, la petite mise en situation puis ces questions-là. Puis on a le droit de prendre des notes sur tous les lieux qu'on visite. Puis quand on arrive à un point où on se sent confiant qu'on a trouvé assez de réponses, ou qu'on est peut-être pas si confiant que ça, mais qu'on sent que les autres sont sur le bord de trouver ça eux autres aussi, ben on peut décider de visiter le fameux
22B Baker Street, puis d'aller tester nos réponses avec le maître Sherlock lui-même. Fait que la première personne qui se rend là, dans le fond, elle va les autres ils vont avoir leur tour normal, là, ils vont pouvoir aller visiter un autre lieu puis essayer de trouver plus d'informations, ou ils peuvent décider qu'ils viennent eux aussi à ce tour-ci essayer de résoudre l'enquête. Là, c'est la personne qui va y rester le plus de jetons de calèche qui va tenter de répondre aux questions en premier. Puis là, si cette personne-là répond à... D'habitude, il y a 3 questions. Fait que si on répond aux 3 questions correctement, on a gagné la partie. Bravo, c'est nous le meilleur enquêteur. Mais si on fait une erreur parmi ces questions-là, ben, too bad, on a perdu, puis on peut pas se réessayer à nouveau. Parce qu'au final, on a vu les réponses, fait que ça ferait pas de sens non plus. C'est ça. De toute façon, rendu là, la partie est pas mal finie, parce que d'habitude, les autres sont quand même proches de résoudre l'enquête, là. Fait que dans un tour ou deux, ils vont pouvoir s'essayer eux autres aussi, puis ça va être à nous de corriger leurs réponses, en fait. Puis c'est ça, il y a quelques petites mécaniques de plus, là. Dans le fond, chaque personne peut avoir un personnage asymétrique là, qui va lui donner une petite habilité de plus, là, plus facile d'aller dans certains lieux, ou de mettre plus de jetons, ou il y a moyen aussi un coup que quelqu'un a essayé de répondre aux questions puis s'est trompé. Il y a moyen d'aller d'utiliser ces personnages-là aussi pour voir c'est quoi les réponses que la personne a données, puis elle va aussi nous dire combien de bonnes réponses elle a eu parmi celles-là. Mais sans nous dire c'est lesquelles. Fait que déjà, si nous autres on hésite un peu sur certains trucs, ça peut soit confirmer ce qu'on pensait ou nous faire changer d'avis. Fait que tu sais, c'est plus facile après ça de répondre. C'est ça. Mais en même temps, si on attend pour s'assurer d'être deuxième, ben on peut manquer le bateau, puis là, la première qui y va gagner parce que elle ou lui avait toutes les bonnes réponses, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, si vous aimez le style là d'enquête puis de déduction puis de collecter des petites bribes d'informations puis de remettre ça ensemble pour résoudre le crime, c'est vraiment un bon jeu pour ça. Puis je trouve que la petite twist de le mettre compétitif plutôt que coopératif, ça en fait un jeu de plus de gamer, là, si on veut. Plus un jeu, tu sais, c'est une compétition amicale entre joueurs. C'est plus proche d'un jeu de société qu'un Unlock, mettons, ou un Chronicles of Crime, où ce que là, c'est plus on lit une histoire ensemble puis on essaye de résoudre le mystère ensemble. C'est pas la même ambiance. Moi, j'ai une préférence personnelle pour le petit côté compétitif, là, parce que j'ai un petit côté compétitif dans la vie aussi, là. Ouais. Non, c'est ça, c'est une twist intéressante. Ça rajoute un niveau ça rajoute une stratégie aussi, parce que justement, tu peux induire les autres en erreur en utilisant ton token de policier, que ce soit en bloquant un truc qui est vraiment intéressant ou en bloquant un truc qui est vraiment inintéressant. Fait que c'est différent. Tu sais, c'est juste que à la fin, quand tu joues en compétitif et que c'est pas toi qui gagne, t'as pas la satisfaction d'avoir résolu l'énigme au final, parce que tu sais, selon à quel point la partie va bien pour toi, ou à quel point tu t'es contre des adversaires qui ont été chanceux puis qui ont tout trouvé, ça se peut qu'au final t'aies juste une bribe de l'histoire puis que t'aies pas vu le fil complet puis que tu sois un peu déçu de l'aventure de l'enquête. Les jeux coop, par contre, c'est ça, t'es sûr d'avoir toute l'histoire à la fin, même si tu te trompes, tu t'es trompé tout ensemble. Ouais, ben là, c'est un peu le même principe. T'as quand même une petite conclusion à la fin, justement, parce que là, Sherlock explique tout son raisonnement, puis comment que lui, il l'a trouvé, puis qu'est-ce qui s'est passé exactement. Là. Fait que c'est sûr que tu l'as peut-être pas trouvé, mais j'imagine que ça peut arriver en coop aussi si collectivement, t'es pas capable de résoudre l'enquête. Là. Ouais, t'as ouais. peut-être moins de chances d'arriver, mettons. Ouais. En tout cas, c'est sûr que ça dépend de c'est qui ton groupe, là. C'est sûr que s'il y avait 4 Sam qui jouaient entre eux autres, là, je donne pas cher de leur peau, mais bon. C'est ça, c'est un peu cet aspect-là peut-être qui fait que j'aime mieux l'aspect co-op de Chronicles of Crimes par rapport à la compétition de Watson Holmes. Mais c'est quand même une twist intéressant. Et ça dépend du nombre de joueurs que t'es aussi, parce que, tu sais, comme on disait tantôt, Chronicles of Crimes à 2, c'est le fun, parce que, justement, t'as une tâche à faire qui se divise bien à 2. Divisé à 4, c'est comme t'as le même nombre de fun, mais divisé en 4 plutôt que divisé en 2, si on veut.
Ben, je dirais pas ça tant que ça. T'sais, ça dépend où tu trouves ton fun. Si ton fun, c'est de scanner des codes QR, c'est sûr que si t'es à 4 au lieu d'être à 2, tu scannes moins de codes QR. Non, mais... Tu peux être tout seul puis scanner tes codes QR, tout ça. Mais... Non, mais moi, je trouve que le fun, c'est justement de trouver les liens puis les connexions. Mais là, un coup que mon coéquipier l'a trouvé, moi, je peux plus le trouver, tu sais. Ouais, mais des fois, tu sais, t'as plus qu'une piste, là. Nous autres, moi, je l'ai joué à 4 puis ça a bien été à 4. C'est ça, c'est qu'on évalue nos chances, nos pistes, on évalue nos discussions. C'est sûr que ça fait qu'on taponne un peu plus pour arriver peut-être à un résultat qui aurait été plus simple si on était à 2 parce que au lieu de t'ostiner avec 3 personnes, tu t'ostines avec une personne. Mais ça dépend. Moi, j'ai trouvé que ça a bien été, pas avec notre groupe, là. Ok, mais, c'est à 4, oui, mais est-ce que tu jouerais jusqu'à 7? Non. Bon, parce que Watson and Holmes, lui, il peut se jouer jusqu'à 7. Puis le jeu a été balancé puis designé pour ça, fait que il y a assez de lieux à visiter puis de trucs à faire que ça marche quand même à 7 là. Moi, je pense que j'ai joué jusqu'à 6, 5, 6, je sais plus. Mais j'ai l'impression que ça ferait en sorte que tu sais, t'as des lieux que tout le monde va vouloir y aller, puis que quand t'es le 6e à finalement pouvoir y aller, t'es quand même un peu en retard sur les autres. Mais en même temps, t'as au moins 6 lieux à visiter là avant de pouvoir être capable de résoudre l'enquête là, la plupart du temps. Là. À moins que tu sois un super génie puis que après 4 t'aies trouvé là, mais en tout cas moi dans la Probablement qu'il plupart fallait que tu sois chanceux aussi. C'est ça, puis tu pourras pas nécessairement aller dans les 4 lieux les plus importants puis les plus prisés, tu sais. Parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont compétitionner, puis un moment donné, tu sais, t'as plus de token de calèche, là, fait que t'auras pas le choix d'aller au magasin de poterie, tu sais. Ouais, le fameux magasin de poterie. Fait que c'est ça, tu sais, le jeu est capable de supporter un plus grand nombre de joueurs, je pense. Officiellement, il joue à 2, là, mais Board Game Geek a l'air de dire que il est pas recommandé à 2, c'est plus 3 à 7, puis 4 et 5, c'est l'idéal, dans le fond. Ouais. Sauf qu'on avait joué, je pense qu'on était 3 ou 4. On était 3, je pense, puis les 3, on avait perdu. Il y a personne qui avait réussi à répondre correctement à toutes les questions. Ouais, non, on s'était fait un peu avoir, hein, c'était un peu pathétique. Mais tu sais, c'est ça, le jeu est quand même difficile là, versus les Chronicles of Crime, mettons. Fait que si vous voulez un bon défi, là, je pense que celui-là vous en offre un peu plus relevé, là. Un peu comme je sais pas si t'as déjà joué à Sherlock Holmes Consulting Detective. Non, j'ai joué, je pense que c'est Mythostel qui est à peu près comme ça. Ouais, mais je trouve que Sherlock Holmes était un peu plus difficile justement là. Puis c'est un peu le même genre de puzzle ou de crime là dans Watson et Holmes. Si vous aimez le défi justement d'avoir plein d'infos puis de savoir lesquelles qui sont pertinentes puis tout ça, que vous avez aimé ça dans Détective Conseil, ben vous allez avoir cet aspect-là dans Watson et Holmes, mais en plus avec la petite twist compétitive que j'aime bien là. Sinon, côté qualité de production, je pense que Chronicles of Crime est plus beau, plus attrayant visuellement. Là. Pas que dans ce jeu-là, dans ce type de jeu-là, ce soit vraiment la beauté du jeu qui prime, mais plus la qualité de l'écriture, de l'intrigue. Pour ça, je pense que, encore une fois, Chronicles of Crime il est un peu plus complet, parce que tu vas vraiment avoir des interactions avec les différents personnages, puis tu as une évolution au fil du temps, alors que dans Watson et Holmes, une fois que tu as fait une fois que tu as placé ton jeu, tu sais, ça va jamais changer, là. Tu sais, les cartes sont là, puis ça va être ces cartes-là pour tout le reste de la partie. Alors que c'est ça, Chronicles of Crime, il y a vraiment des événements qui vont se produire à certains moments puis qui vont faire que le jeu évolue. Ben, que l'enquête évolue plus. Oui, mais il vient aussi avec beaucoup de flafla puis de texte qui est pas nécessaire, là. Je trouve que dans Watson et Holmes, c'était juste comme, tu sais, t'as les faits puis c'est ça, puis comme, tu sais, oui, il y a des faits qui sont moins utiles, là, mais, tu sais, les personnages vont pas commencer à te conter leur vie puis à te dire pourquoi ils sont allés acheter du pain un matin puis que ils reluquent leur voisine depuis 3 ans. Pis... Oui, mais tu sais, dans une vraie enquête, c'est ça qui va se passer. Tu vas devoir parler avec des gens puis ils vont dire plein d'affaires qui n'ont pas nécessairement un lien direct avec l'enquête. Tu n'auras pas accès nécessairement aux faits directs. Puis tu sais,
des fois, il faut que tu réussisses à trouver comment amadouer ton témoin ou ton suspect. Puis dans Chronicles of Crime, t'as un peu cette thématique-là. Tu sais, des fois, tu vas avoir une réponse par rapport, admettons, à un objet qui a été volé. Mais si tu parles de cet objet-là directement, le témoin va juste pas vouloir répondre, puis tu vas l'avoir perdu. Alors que si tu passes par un chemin détourné en lui posant une question sur quelque chose qui est pas le livre, mais indirectement relié, ça se peut que là, il va laisser fuiter une bribe d'information qui va te permettre de progresser dans ton enquête. C'est sûr que, dans un sens, Chronicles of Crime triche un peu parce que d'avoir le support d'une application, ça leur offre plus de possibilités, justement, d'événements puis de jouer avec ces choses-là. Non, c'est clair, mais en même temps aussi, le fait d'avoir une application, ça peut être vu comme un déterrant pour certains, là, parce qu'il y en a des fois qui, tu sais, pourquoi qu'ils veulent jouer à un jeu de société, justement, c'est pour couper les écrans, puis avoir du temps en personne versus le numérique, là, fait que tu veux échapper à ça. Honnêtement, moi, ça me dérange pas trop, là, les jeux qui ont des applications, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont carrément, ils détestent ça, puis ils veulent pas jouer à ces jeux-là. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut faire que quelqu'un n'aime pas le jeu, mais Je suis d'accord avec toi que ça permet d'avoir des trucs plus cool puis plus vivants puis plus réactifs à ce que les joueurs font, puis ça te permet d'avoir certains mystères ou certains trucs, certains mécanismes que tu pourrais pas avoir si t'avais pas d'application. C'est ça. Sinon, il y a sûrement des jeux qui permettent de faire ça, mais où tu sacrifies un joueur pour qu'il soit une espèce de maître du jeu qui sait tout à l'avance puis qui lui peut faire agir ces événements-là. Mais ça, c'est pas tous les jeux qui permettent de faire ça. Puis aussi, c'est pas tous les joueurs qui veulent le faire non plus. C'est quand même, tu sais, oui, ça peut être un certain fun de comme être le maître de jeu, mais c'est pas tout le monde qui va apprécier ça non plus, là. Ouais, c'est ça. Souvent, tu sais, t'as toute l'information devant toi, t'as pas le fun de faire la discussion. Peut-être que des fois, c'est Mysterium, ça, ils ont fait ça quand même pas si pire, là, dans le sens où, tu sais, ils limitent ta façon de divulguer l'information, puis tu peux aussi perdre et gagner avec le reste du monde. Mais je sais pas si tous les jeux vont pouvoir faire un système comme ça. Tu sais, dans le cas d'une enquête où, admettons, il faut que tu sois tous les joueurs, tous les personnages, t'as pas le choix de tout savoir pour être un bon maître du jeu. Ben, il y a un jeu comme ça qui a comme plusieurs modes, là. Tu peux le jouer en solo, tu peux le jouer en compétition, puis tu peux aussi avoir, quand tu joues en compétition, mettons que quelqu'un a déjà fait l'enquête en solo, ben, il peut comme être le jeu qui joue contre les joueurs ou des trucs comme ça, là. Detective City of Angels. Donc c'est ça, c'est un jeu que j'ai pas joué, mais j'ai vu quelques reviews, puis ça avait l'air quand même assez intéressant, justement, si comme tu dis, là, vous avez des joueurs qui aiment ça être le maître de jeu qui dirige l'enquête et tout ça, ben il y a moyen de le faire, puis c'est comme dans le fond, tu peux jouer chaque enquête 2 fois, là, t'as résoudre de ton bord tout seul, puis après ça, tu t'amuses à torturer tes amis pendant qu'ils essayent de le faire après toi, là. Fait que c'est ça. J'ai eu 3 suggestions pour le prix de 2 là, dans notre épisode. Bande de chanceux. Il va falloir faire ça trop souvent. On va épuiser tous les jeux du monde. Ouais, je pense on peut encore faire le podcast une couple d'années, puis on manquera pas de jeux. Ouais, non. Puis on est chanceux, il en sort des nouveaux tout le temps. Donc voilà, c'était nos jeux d'enquête favoris. C'est à votre tour de parler maintenant. Dites-nous c'est lesquels que vous préférez. Puis lequel des deux vous avez plus le goût d'essayer entre Chronicles of Crime 1400 et #Team Vince ou Watson et Holmes et #Team Sam. Vous pouvez faire ça par courriel boardgameduel@gmail.com, sur notre Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. Nous faire un petit coucou, dites-nous c'est quoi votre jeu d'enquête préféré. Puis si vous avez des idées de duels potentiels ou de jeux que vous aimeriez qu'on parle, on est très ouvert à vos suggestions. Fait que c'est ça, en terminant, merci de nous avoir écoutés. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et j'étais Sam. Je suis encore Vince. À la prochaine! À plus!
cool, ça a bien été. Donc, c'est ça. Dans Splendor, chaque joueur, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs. Ben non. Non, il joue à 4. Ça se Donc, joue. c'est un jeu que t'as joué... C'est un jeu que t'as joué uniquement à 2, si je comprends bien. Tabansu... Tao. En tout cas, les autres jeux qui commencent par T, là. C'était une belle description exhaustive de toute leur librairie.